La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seule. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé L'embauche, l'adoption de mesures d'adaptation et le maintien en poste d'employés ayant des problèmes de santé mentale. Alors, ce webinaire vous est offert par le groupe Entreprises en santé en étroite collaboration avec la Commission de la santé mentale du Canada. Mon nom est Danielle Germain, je suis coordonnatrice relations auprès des membres et fournisseurs pour le groupe Entreprises en santé. Je suis en compagnie de mesdames Hélène Sultan-Taïb et Mélanie Ladner, qui sont nos conférencières invitées aujourd'hui. Alors, je vous les présente toutes les deux avant de commencer. Hélène Sultan-Taïb est professeure agrégée au département d'organisation et ressources humaines de l'École des sciences de la gestion à l'UQAM. Elle est économiste de la santé au travail et chercheuse reconnue au plan international. Elle a mené des projets de recherche sur les évaluations des interventions de prévention en milieu de travail. Ses travaux de recherche portent également sur les coûts des maladies imputables aux expositions professionnelles, alors le stress au travail là, notamment. Pour sa part, Mélanie Ladner est chef stratégie santé et avantages sociaux chez McKesson Canada. D'abord kinésiologue, elle détient plus de 14 ans d'expérience dans le domaine de la santé et des avantages sociaux. Précédemment chez Willis Towers Watson et Ubisoft Montréal, elle travaille chez McKesson Canada depuis 2013. Elle a remporté en 2014 le prix Impact RH pour la corporation McKesson pour sa contribution exceptionnelle à l'entreprise. Alors voilà, on a bien hâte de les entendre toutes les deux. Avant de commencer, je vous invite à regarder à la droite de votre écran. Vous avez la plateforme en gris. C'est la plateforme donc qui va vous servir tout au long du webinaire pour poser vos questions sous l'onglet questions. Alors n'hésitez pas à nous les envoyer au fur et à mesure là, de la présentation. Donc vous pourrez nous les écrire et on prendra donc un moment à la fin de la présentation pour répondre aux questions qui auront été reçues. J'en profite aussi pour vous informer que la présentation, de même que l'enregistrement du webinaire, vous seront envoyés là, par courriel au plus tard demain. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et je cède d'abord la parole à Madame Sultan Taïb. Merci beaucoup et bonjour. Je voudrais d'abord remercier le groupe Entreprises en santé puis la Commission de la santé mentale du Canada pour cette invitation à présenter la première partie du webinaire. Donc, ça me fait très plaisir de présenter, de partager avec vous les résultats de ce projet de recherche sur les coûts et les avantages de l'embauche active et du maintien au travail de personnes ayant des problèmes de santé mentale à travers l'analyse de 5 cas d'entreprise. C'est un travail qui a été dirigé par Rebecca Gevos de l'Université McMaster et Émile Tampa de l'Institut de recherche sur le travail et la santé à Toronto et toute une équipe qui a été financée par la Commission de la santé mentale du Canada. Alors d'abord, quelques mots sur l'équipe et l'étude. Comme vous le voyez, on a une équipe de recherche d'assez grande taille. On est 13 personnes à avoir travaillé sur ce sujet, issus d'universités variées au niveau pan-canadien. Et cette équipe donc a produit le rapport, c'est un rapport de synthèse sur les principaux résultats du projet qui s'intitule Arguments clairs en faveur de l'embauche de main-d'œuvre en quête d'emploi et qui porte donc sur les avantages et les coûts de recruter, de maintenir en poste des personnes qui ont des troubles mentaux. Ce rapport est téléchargeable sur le site de la Commission de la santé mentale du Canada. Et il y a aussi un rapport plus détaillé qui peut vous être envoyé sur demande. Alors, je vais vous livrer mon punch dès le début de la présentation, puisque une des phrases de conclusion du rapport, c'est que les données économiques qui proviennent des 5 organisations font ressortir un important rendement du capital investi, à la fois pour les employés qui bénéficient des mesures d'adaptation et pour les employeurs. Alors, ce qui est intéressant ici pour le webinaire, c'est de voir comment ces rendements élevés des investissements ont pu être atteints, obtenus, quelles sont les stratégies gagnantes, et également comment est-ce qu'on peut calculer ce rendement et ses coûts et ses avantages de ces mesures. Donc, le contexte et les objectifs du projet. Le contexte aujourd'hui au Canada et au Québec aussi, on sait que la grande majorité des personnes qui ont des troubles mentaux voudraient travailler. Pourtant, ce sont des personnes qui sont en grande partie au chômage. Le taux de chômage est très élevé, il avoisine les 70 à 90%.
donc beaucoup plus élevé que dans la population générale. Et parmi les personnes qui ont des troubles mentaux et qui travaillent, seulement 1/3 bénéficient des mesures d'adaptation au travail. Donc ça, c'est d'un côté. Puis de l'autre côté, on sait aussi que on parle de plein emploi ou de quasi plein emploi et même de pénurie d'emploi dans plusieurs secteurs, à la fois au Canada et au Québec. Donc le défi ici, c'est de faire se rencontrer ces deux mondes, les personnes qui ont des troubles mentaux et qui souhaitent travailler et les entreprises qui cherchent la main-d'œuvre à recruter. C'est pour cela qu'on s'est fixé comme objectif dans ce projet de recherche de d'abord recenser les leviers et les stratégies gagnantes pour embaucher et maintenir en poste les personnes qui ont des troubles mentaux et également d'arriver à mesurer, d'estimer les coûts et les avantages en adoptant la perspective à la fois de l'employeur et aussi la perspective des employés. Alors, quelques mots sur la méthode. On a dans notre échantillon 5 organisations canadiennes dans 3 provinces, Ontario, Alberta, Nouvelle-Écosse, qui ont en commun d'avoir élaboré des stratégies pour embaucher des personnes en quête d'emploi et aussi pour mettre en œuvre, pour implanter des mesures d'adaptation spécifiquement destinées aux employés qui ont des troubles mentaux. On a donc interrogé dans chaque organisation des informateurs clés qui nous ont permis d'avoir accès à des employés avec des troubles mentaux sévères, aux collègues de ces employés, aux gestionnaires de premier niveau de ces employés-là et aux responsables RH pour avoir un panorama, une vision globale de l'organisation du travail et de l'environnement de travail de ces personnes. Il faut mentionner que les types de troubles mentaux qui sont dans nos 5 cas ne sont pas des troubles mentaux communs, mais plutôt des troubles mentaux sévères, qui sont par exemple des troubles obsessifs compulsifs, des épisodes de dépression majeure, des troubles bipolaires et des épilepsies. Toujours dans la méthode, donc il s'agit d'un devis multicas puisque nous avons 5 cas, 5 organisations et une analyse mixte qui fait le lien entre des données quantitatives et des données qualitatives. Les données qualitatives portent sur donc la perception de l'environnement de travail, sur une description de l'expérience de travail qui a été collectée via des entrevues auprès d'un certain nombre d'individus dans chaque organisation. On a également des données quantitatives qui nous permettent d'estimer les coûts des mesures d'adaptation qui ont été mises en œuvre dans ces organisations et aussi d'estimer les gains de ces mesures. Et puis, on a fait des observations en entreprise, on a analysé des documents d'entreprise. Au total, c'est 30 participants qui ont été interviewés dans une période, dans une durée restreinte, puisqu'on a réalisé l'ensemble du projet en seulement 12 mois. Alors, voilà les organisations de l'échantillon. Vous voyez qu'on a une belle diversité d'organisations dans notre échantillon. Vous voyez la première ligne ainsi que la deuxième. Ce sont 2 organisations de petite taille, puisqu'on le voit dans la deuxième colonne. Il s'agit d'organisations de moins de 100 employés qui sont toutes les deux dans le secteur de la restauration. La troisième ligne, il s'agit d'une organisation dans le secteur agricole. C'est une ferme de taille moyenne, entre 100 et 500 employés. Puis la ligne 4 et 5, ce sont 2 grosses organisations de taille donc supérieure à 500 employés. Il s'agit d'une banque du secteur d'État du Canada et des services gouvernementaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont des entreprises qui sont à la fois privées. On en a 3 privées, puis 2 du secteur public. Et ce sont des entreprises majoritairement à but lucratif. Seulement une est à but non lucratif, c'est un service public. Alors, oui, je vais revenir parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Je voulais vous apporter quelques éléments d'exemple sur les personnes qui ont été identifiées dans ces différentes entreprises. Dans l'organisation 1, le café,
il y a une personne qui a été identifiée avec des troubles mentaux et qui a divulgué cette information. C'est une information qui est officielle dans l'entreprise, dans l'organisation. C'est une personne qui occupe un poste de cuisinier et aussi un poste de gestionnaire adjoint de l'organisation en remplacement du gestionnaire principal lorsque celui-ci s'absente. Et il souffre d'épilepsie et d'épisodes de dépression sévère. Dans l'organisation 2, il s'agit d'une personne qui occupe un poste en cuisine, donc c'est l'organisation traiteur, poste en cuisine qui s'occupe de la vaisselle, de la préparation des repas, et c'est une personne qui souffre de troubles bipolaires. Autre exemple, dans l'organisation 4, la banque, la personne est une analyste d'affaires au siège social et elle souffre d'épisodes de dépression sévère et de troubles obsessionnels compulsifs. Et puis enfin, dans l'organisation 5, c'est une inspectrice sur le terrain qui a des présences fortes sur le terrain, mais aussi une présence quotidienne au bureau et qui souffre d'épisodes de dépression sévère et également de crises d'anxiété. Alors, donc, à partir de ces 5 cas, quelles sont les stratégies gagnantes qu'on a pu identifier pour embaucher et maintenir en poste les personnes ayant des troubles mentaux? On a identifié 3 grandes séries de stratégies gagnantes dans ces organisations. D'abord, une culture d'inclusion au niveau organisationnel qui favorise des modes de communication permettant le respect et un sentiment de sécurité psychologique chez les employés, et puis également des stratégies de gestion des périodes de transition au travail. Je vais y revenir dans les diapos qui vont suivre. Là, c'est plus pour vous donner une vision globale des 3 séries de stratégies. La deuxième série de stratégies porte sur des mesures d'adaptation qui sont pensées pour être particulièrement utiles aux employés ayant des troubles mentaux. Il s'agit de soutien universel, notamment de développement de mesures de flexibilité du travail et aussi des avantages sociaux comme des banques de congés maladie, donc qui profitent à l'ensemble des employés de l'entreprise, mais qui sont pensés tout particulièrement pour les employés ayant des troubles mentaux. Mais aussi, nous avons des mesures d'adaptation individuelles informelles, plus particulièrement spécifiques aux employés ayant des troubles mentaux, des mesures d'adaptation officielles qui sont nettement plus rares et qui nécessitent des stratégies de divulgation sur lesquelles je vais dire quelques mots. Puis, troisième série de stratégies gagnantes, concernant donc des processus d'embauche de personnes ayant des troubles mentaux. On a dans les organisations une variété de stratégies, mais avec en commun, avec en commun des stratégies qui visent à favoriser le remplacement des collègues lorsque les uns sont malades par les autres, donc, et puis des formations à la polyvalence au sein des équipes. D'abord, la culture d'inclusion que j'ai mentionnée, c'est donc une culture organisationnelle qui bénéficie à tout le monde. Pour ce qui est du respect, les exemples, c'est le fait, par exemple, de s'adresser aux autres avec respect, sans agressivité, le souci d'utiliser un langage qui ne stigmatise personne. Ce sont des éléments qui ont été identifiés dans les organisations de l'échantillon. Et les organisations ont tout fait pour développer cette culture organisationnelle qui valorise ces formes différentes de respect dans les modes de communication. Le fait de valoriser ces modes de communication-là, ça peut passer par des formations spécifiques, par exemple, dans ces organisations. Il s'agit également d'aménager des espaces qui respectent l'intimité de chacun, qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir travailler dans leur bulle, si besoin. En ce qui concerne la gestion des tensions au travail, qui est la deuxième série de stratégies au sein de cette culture d'inclusion, gestion des tensions, c'est la gestion des tensions qui apparaissent en particulier pendant les périodes de travail plus intenses. On sait que quand le travail devient intense et qu'il est plus difficile de respecter les délais et que le volume de travail à réaliser est plus grand, les tensions apparaissent. Et donc là, les enjeux qui ont été identifiés dans les organisations, c'est que la relation de confiance employé-gestionnaire soit maintenue malgré ces périodes de travail intense et que les messages sur le développement d'une culture d'inclusion qui
partent de la direction soient relayées à tous les niveaux de la hiérarchie et qu'il y ait une réelle adhésion à ces messages à tous les niveaux. Alors bien sûr, ces mesures sont bénéfiques à tous les employés et sont favorables au bien-être au travail de tous, que les employés aient ou non d'ailleurs des troubles mentaux. Donc c'est pour ça qu'on a parlé plutôt de culture organisationnelle et de culture d'inclusion. La deuxième série de stratégies ici sont des mesures d'adaptation qui ont été pensées pour aider particulièrement les employés ayant un trouble mental, qui sont plus particulièrement nécessaires pour les employés ayant un trouble mental, mais qui peuvent en partie aussi bénéficier à tous. C'est le cas de la flexibilité. On a identifié dans les organisations le fait que la flexibilité dans la façon, le moment ou l'endroit où le travail est réalisé, c'est vraiment un élément qui est très important pour les employés ayant un trouble mental. Mais cette flexibilité, elle est accordée à l'ensemble des employés dans les 5 organisations de notre échantillon. Il y a également des formes d'avantages sociaux, qui sont par exemple des banques de congés maladie qui bénéficient à tous, mais qui sont particulièrement utiles ou vraiment aidantes pour les employés qui ont un trouble mental, qui peuvent donc prendre des jours selon leurs besoins et qui peuvent gérer leur banque de congés avec donc cette souplesse-là. Donc, on a également des mesures d'adaptation qui sont, elles, individuelles et pour la plupart informelles. C'est lorsque on a un accord verbal entre le gestionnaire et souvent gestionnaire de premier niveau et l'employé qui a des troubles mentaux et qui permet d'obtenir donc des adaptations spécifiques. Par exemple, dans une organisation, on a pu voir que le gestionnaire de premier niveau s'était mis d'accord avec l'employé ayant des troubles mentaux pour mettre par écrit les tâches quotidiennes à faire. Et puis pour rencontrer cet employé chaque jour, en fin de journée, petite réunion courte pour planifier le lendemain avec un suivi régulier au cours de la journée. Autre exemple, dans une autre organisation, un gestionnaire de premier niveau avait autorisé un employé ayant des troubles mentaux, en particulier des crises d'anxiété, d'avoir son téléphone à portée de main en tout temps. Une autre organisation a permis à un employé, toujours concerné par les troubles mentaux, de travailler assis. Et encore, dans une autre organisation, il a été, le gestionnaire a obtenu pour cet employé, son employé ayant des troubles mentaux, 2 écrans d'ordinateur au lieu d'un pour l'aider à réaliser son travail. Donc là, vous voyez, ce sont des exemples qui montrent que les mesures d'adaptation individuelles, informelles, qui sont spécifiques à ces personnes qui ont des troubles mentaux, sont adaptées selon les besoins individuels et ne sont pas généralisées, mais sont vraiment des éléments qui sont adaptés selon les besoins. Alors, comme c'est informel, ça reste très dépendant de la relation gestionnaire de premier niveau employé. Comme ce sont des accords verbaux, le problème, c'est que ces arrangements peuvent être remis en cause à chaque changement de gestionnaire. Et donc, il y a une question de pérennité de ces mesures d'adaptation-là. D'autre part, l'autre question, l'autre enjeu, c'est que si c'est informel et si le trouble mental n'est pas divulgué, ça peut être perçu comme un traitement spécial par les autres collègues qui ne comprennent pas et qui peuvent percevoir ça comme une inégalité. Alors, c'est sûr donc que ce sont des éléments particuliers à prendre en compte. Pour autant, les mesures d'adaptation officielles sont très rares dans les organisations, ce qui pose la question de la divulgation des troubles mentaux. On le sait dans la littérature, puis ça a été mentionné aussi dans les 5 organisations, la question de la divulgation se heurte souvent à des questions de stigmatisation sociale. Et pour ça, les stratégies sont variées selon les cas. On a des processus variables selon les organisations. Et dans l'organisation 5, tout particulièrement, le trouble mental, lui, a été présenté par la personne qui candidatait au poste, au contraire comme un atout par cette personne lors de l'entretien d'embauche, parce que cette personne a présenté ces crises d'anxiété comme
un moteur finalement de productivité, de rigueur systématique extrêmement poussée, d'éthique au travail. Elle a présenté ça aussi comme étant un élément qui favorise une planification sans faille, extrêmement rigoureuse. Et en jouant de cette transparence-là, cette personne-là a obtenu le poste en fait. Bon. Donc dans les organisations 1 et 2, par contre, la difficulté ne s'est pas faite dès l'embauche, mais elle n'était pas difficile, elle n'a pas posé de problème au cours de l'emploi. Donc là, on voit qu'on a des stratégies très, très variées qui doivent être adaptées selon les individus, bien sûr, et aussi selon les cultures organisationnelles. Donc, pour ce qui est de l'embauche de personnes ayant un trouble mental, on a des stratégies qui varient selon les organisations. Mais ce qu'on a vu de commun, c'est donc ces efforts pour développer des stratégies de remplacement des employés absents. Donc, d'abord via la formation à la polyvalence, notamment dans les petites organisations 1 et 2, ce qui a facilité donc le remplacement des employés qui ne pouvaient pas venir travailler certains matins. Également des stratégies de partage de dossiers dans les grandes organisations 4 et 5, ce qui a facilité le remplacement, ce qui facilite le remplacement par les collègues, et puis aussi des plateformes en ligne de partage d'horaires, ce qui aussi aide au remplacement. Alors, deuxième série de résultats, les coûts et les avantages d'embaucher, de maintenir en poste les personnes qui ont des troubles mentaux. Pour réaliser ces évaluations, ces estimations, on a donc procédé par entrevue structurée par questionnaire et on a adopté les deux perspectives économiques. La perspective de l'employeur, où ce sont des gestionnaires qui ont été appelés à répondre au nom de l'organisation, et la perspective des travailleurs et de travailleuses, notamment ceux qui bénéficient de mesures d'adaptation et aussi leurs collègues. On a réalisé une projection sur une période de 5 ans pour faire ces estimations économiques. Donc, les estimés sont pour 5 ans. Et il faut noter que seulement 4 organisations nous ont fourni les données qui étaient nécessaires pour faire les calculs, parce que ce sont des données qui ne sont pas forcément faciles d'accès. Alors, la question qu'on se pose évidemment, c'est quels sont les coûts des mesures d'adaptation? De façon générale, dans notre projet, dans nos 5 organisations et aussi dans la littérature, ce sont des choses qu'on retrouve aussi dans la littérature, les catégories de coûts des mesures d'adaptation, les types de coûts sont majoritairement d'abord le temps qui est consacré à la mise en place de ces mesures. C'est du temps de travail et qui est passé pour concevoir, planifier, mettre en œuvre, réaliser les mesures d'adaptation, du temps passé en gestion, en suivi, en réunion et en formation également, qui peut être du temps des employés, des gestionnaires de premier niveau, des responsables RH, donc à différents niveaux hiérarchiques. On a aussi parfois des honoraires de professionnels. Lorsqu'un formateur vient faire une formation dans l'organisation, il faut le payer, bien sûr. Et puis des achats d'équipements. Je vous ai donné l'exemple de la personne qui avait eu 2 écrans d'ordinateur au lieu d'un. Ça compte dans les coûts des mesures d'adaptation. Maintenant, quelles sont les catégories d'avantages? Quels sont les gains possibles? Alors, les catégories de gains, on les organise en 2 catégories, des gains tangibles et des gains intangibles. Les gains tangibles, ce sont ceux qu'on arrive à mesurer, à quantifier et aussi qu'on arrive à transformer en signes monétaires qu'on peut traduire sous forme de dollars pour pouvoir notamment les comparer au coût des mesures d'adaptation. Pour ce qui est des avantages intangibles, c'est ce qu'on n'arrive pas ou qu'on a de la difficulté à mesurer et qu'on a vraiment de la difficulté à transformer en signes monétaires. Alors pour ce qui est des avantages tangibles, vous le voyez ici sur le tableau, on a donc pour les employés, c'est d'abord les revenus du travail, quand les mesures d'adaptation leur permettent de diminuer leurs absences au travail ou tout simplement de travailler, de rester en poste. Ce sont des revenus supplémentaires, donc moins d'absences et aussi un accès à des assurances collectives, ça aussi ça peut se quantifier. Pour les employeurs, toujours du côté tangible, on a des coûts de remplacement en moins en raison des absences au travail de la personne qui a des troubles mentaux qui sont moins nombreuses. On a aussi des coûts du taux de roulement qui sont en moins grâce à un meilleur maintien en poste.
et puis une augmentation de la productivité au travail, et parfois aussi une baisse des amendes liées à la non-conformité des règles d'équité au travail, dépendamment des provinces. Pour ce qui est de l'intangible, côté droit du tableau, les avantages pour les employés et aussi pour les employeurs, parce que ça bénéficie aussi aux employeurs, c'est le fait qu'il y ait une plus grande satisfaction au travail, plus de perspectives d'emploi et de carrière, avec une meilleure qualité de vie au travail, mais ça contribue aussi à la productivité. Pour ce qui est des employeurs, ce qui contribue aussi à la productivité, c'est la culture et un meilleur climat de travail dans l'organisation, des relations de travail améliorées, une plus grande citoyenneté organisationnelle, c'est-à-dire une identification des employés à leur organisation qu'elles appartiennent, et puis un engagement au travail plus important, et donc aussi, de façon indirecte, une meilleure réputation de l'organisation vis-à-vis parfois de ses clients et aussi vis-à-vis du marché du travail. Donc, ça peut faciliter aussi le recrutement si besoin. C'est sûr que les avantages intangibles, on n'a pas pu les inclure dans nos estimés chiffrés qui arrivent juste après. Quel type de résultat on a calculé? Tout simplement 2 indicateurs. Un bénéfice net qui est une soustraction entre les avantages en dollars et puis le coût des mesures d'adaptation. Et puis un ratio bénéfice-coût, bénéfice sur coût, qui est donc une division, un ratio, entre les avantages et les coûts des mesures. Alors, les chiffres qu'on a obtenus dans les organisations, les 4 qui ont pu nous donner les données, c'est d'abord, vous regardez l'avant-dernière ligne. Donc, pour ce qui est pour le travailleur, le bénéfice net sur 5 ans a été estimé à environ 44 000 $ et un rapport bénéfice-coût de 9 à 10 fois, hein, les bénéfices étant 9 à 10 fois supérieurs au coût. Pour ce qui est toujours du café, de première colonne, pour ce qui est de l'employeur, pour l'employeur, les bénéfices nets étaient estimés à environ 55 600 $ avec un rapport bénéfice-coût de 2,25 fois. Pour ce qui est du traiteur, on est à 30 700 $ et à 4 fois entre bénéfice-coût pour les travailleurs et 64 000, un rapport bénéfice-coût de 2 fois pour l'employeur. Et puis, pour les 2 autres organisations, on n'a pas pu mesurer les bénéfices nets pour le travailleur, pour la banque, mais pour l'employeur, on a un bénéfice net, donc avantage moins coût très élevé de 210 800 $ environ, avec un rapport bénéfice-coût de 7 fois et quelques. Puis, pour l'organisme gouvernemental, on est à 67 000 et quelques dollars de gains nets pour le travailleur, un rapport bénéfice-coût d'environ 12 fois. Et pour l'employeur, 203 650 $ exactement, et un rapport bénéfice-coût d'environ 8 fois. Donc, si on résume, ici, pour les organisations, du point de vue de l'employeur, on a un rapport bénéfice-coût de 2 à 7 fois. C'est en fait des bénéfices nets qui se situent entre 56 000 $ et 204 000 $ sur 5 ans, grâce à la réduction de l'absentéisme, du présentéisme, une baisse des taux de roulement, une productivité accrue, et puis pour le travailleur de 4 à 12 fois. Alors, pour ce qui est des avantages intangibles, je vais aller très rapidement. Vous pouvez récupérer le PowerPoint facilement auprès du groupe Entreprises en Santé pour avoir ces détails, mais c'est sûr que tous ces avantages intangibles n'ont pas pu être inclus dans les chiffres que je viens de citer. Alors, pour finir, les principaux messages, il est crucial d'assurer une culture favorable, une culture inclusive à la santé mentale dans le milieu de travail. On a vu que beaucoup d'employés mentionnaient des processus informels pour bénéficier de mesures d'adaptation et que le rendement des investissements est très positif dans nos organisations. Ces observations, ces stratégies positives, puis ces résultats nous ont permis de formuler un certain nombre de recommandations, 7 très exactement. C'est important d'offrir du soutien, des aménagements au travail qui sont disponibles pour tous les employés, et puis favoriser la flexibilité où, quand, comment les personnes travaillent, concernant les horaires, les possibilités de faire un appel par exemple pendant la journée, et aussi la possibilité de rattraper le temps en fin de journée. C'est important de pouvoir documenter par écrit
des arrangements informels qui existent. Ça favorise la durée de ces mesures-là, la pérennité au-delà des changements de gestionnaire de premier niveau. Construire un milieu de travail inclusif pour favoriser la diversité. Encourager collaboration et communication, formelle et informelle, entre les équipes. Garantir un environnement de travail en termes d'éclairage, d'intimité, d'équipement aussi propice à la santé mentale. Créer des espaces de discussion et d'échange pour savoir exactement ce dont les employés qui ont des troubles mentaux ont besoin pour réussir leurs tâches. Alors, on a ici un outil qui est en cours de développement destiné au service des ressources humaines qui va être prochainement mis en ligne pour vous aider à développer ces stratégies au niveau de vos organisations, donc stratégies adaptées à vos cas d'organisation, identification des efforts déjà existants qui peut être très utile pour identifier des pistes de développement. Ensuite, identifier des stratégies à faible coût ou à zéro coût parce que les stratégies ne sont pas forcément coûteuses, comme on l'a vu. Aider au calcul du retour sur investissement qui peut être aussi un message important pour inciter au développement de ces stratégies-là. Élaborer des priorités et un plan d'action adapté à l'organisation en lien avec un comité de pilotage. Donc ça devrait être mis sur le site de la Commission de la santé mentale du Canada en janvier. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, puis je vais passer la parole. Merci beaucoup. Oui, parfait. Merci beaucoup, Madame Sultan Taïb. C'était très intéressant. On va effectivement passer donc la parole à Madame Ladner qui va pouvoir prendre le contrôle de l'écran à l'instant même. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je me sens très privilégiée d'être ici aujourd'hui pour vous partager ce qu'on a fait chez McKesson Canada et je veux prendre une seconde pour dire merci Hélène. J'ai trouvé votre présentation très intéressante. Donc là, je vais vous montrer ce que ça peut représenter réellement en entreprise, nous, comment on a fait ça chez McKesson Canada. Donc, en fait, je vais juste débuter pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait chez McKesson. Donc, McKesson, c'est une compagnie mondiale, en fait, qui a des opérations dans tous les pays. Mais au Canada, principalement, ce qu'on fait, c'est qu'on est un distributeur de médicaments au travers le Canada. Donc, on a 13 centres de distribution. On distribue à plus de 1300 hôpitaux, 7100 pharmacies à chaque jour dans toutes les provinces. On a aussi des équipements technologiques qui permettent de faire l'automatisation des doses qui sont fournies par les hôpitaux quand vous êtes malade. Donc, il y a plus de 200 millions de doses qui sont données dans les hôpitaux grâce à des machines qui sont créées chez McKesson Canada, des robots. On a également plusieurs pharmacies spécialisées à travers le Canada qui sont uniquement dédiées à faire de l'infusion de médicaments spécialisés. Un médicament spécialisé, c'est qu'il doit être injecté selon un protocole très précis. Donc, au lieu de rester à l'hôpital pour avoir ces injections-là, vous pouvez retourner à la maison et venir à notre clinique pour recevoir ces injections-là sous la supervision d'une infirmière. Ensuite, on détient plus de 6 bannières des franchises de pharmacie à travers le Canada. On en a plus de 2300 dans toutes les provinces. Et évidemment, ça fait en sorte qu'on est un des plus grands distributeurs de médicaments à travers le Canada. Donc, voici mon terrain de jeu. Donc, en fait, notre point de départ, pour remettre tout ça en contexte, parce qu'évidemment, chaque compagnie a un différent point de départ qui rend plus ou moins facile la mise en place du business case, si je peux dire, excusez l'anglicisme. En fait, ça a débuté en 2013 avec mon arrivée chez McKesson. En fait, là, le terrain de jeu était parfait. Il n'y avait rien en place, puis ça allait pas bien. Donc, il y avait vraiment une volonté d'améliorer les choses, principalement parce que les frais annuels, nos régimes d'avantages sociaux étaient 2 à 3 fois plus élevés que le marché. Donc, ça, c'est un incitatif très grand pour notre comité exécutif. Il n'y avait aucune activité santé mieux-être comparée à notre maison mère aux États-Unis, qui avait un programme élaboré. Évidemment, plusieurs d'entre vous le savent, la réalité Canada-États-Unis n'est pas la même en termes des soins de santé. On n'avait aucune visibilité sur la gestion des dossiers d'invalidité à travers le Canada. Donc, ceux d'entre vous qui s'occupent de l'invalidité, vous pouvez vous imaginer que c'était pas rose-rose. Il n'y avait aucune politique de travail flexible, télétravail, un point qu'Hélène a amené
auparavant qui est très important. Puis évidemment, quand on regarde le sondage d'opinion des employés qui était fait à tous les années, évidemment, ils voulaient plus d'équilibre travail-vie personnelle sans aucune surprise. Donc, on n'était pas différent, on n'est pas différent de toutes les autres problématiques de tous les autres employeurs, peu importe leur grandeur. Donc, en fait, ici, vous voyez un résumé de ce qu'on a fait sur notre plan 5 ans. Parce qu'en 2013, on a monté vraiment un business case. Désolée encore pour l'anglicisme, je travaille tellement en anglais. Des fois, je connais plus mes mots en français. Je suis vraiment désolée. Donc, on a vraiment monté un business case basé sur un retour sur investissement pour implanter toutes les choses que vous voyez à l'écran. Évidemment, aujourd'hui, mon mandat, c'est seulement de vous parler de la santé mentale et plus spécifiquement de ce qu'on a fait au niveau de l'accommodation et ces choses-là. Mais sachez que on a réussi à créer un retour sur investissement de plus de 7 après 5 ans. Puis ça, c'est un programme qui est offert à travers le Canada à 19 emplacements, dont 13 centres de distribution. C'est 4000 employés, autant d'écoles bleues que d'écoles blancs. Puis on a 20% qui sont syndiqués, qui représentent 12 ou 13 conventions collectives de mémoire. Donc, il y avait une complexité à travers ça. Aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement de ce qu'on a fait au niveau de la gestion des invalidités, puis aussi au niveau de la formation puis de la campagne de sensibilisation en santé mentale. Donc, premièrement, au niveau de la gestion des invalidités, comme je vous ai dit précédemment, tout était à faire. Ce qui a fait le succès de notre programme au départ, c'est pour évaluer de où on partait puis des pratiques qui étaient faites dans les 12 différentes provinces où c'est qu'on a des opérations. C'était vraiment de s'assurer de créer un groupe avec des parties prenantes, de différentes, pas seulement des ressources humaines. Donc, il y avait moi qui lidais l'équipe. On est allé chercher des adjointes dans nos centres de distribution qui font tout, en fait, là-bas. On est allé chercher des superviseurs de centres de distribution, des gestionnaires d'équipes en TI. On est allé chercher des partenaires d'affaires ressources humaines qui connaissent bien leurs clients parce qu'on a, comme vous avez vu au départ, on a différentes unités d'affaires avec différentes réalités au day-to-day. Donc, on a monté un groupe d'à peu près 10 personnes pour évaluer, OK, c'est quoi le portrait, là, puis de où c'est qu'on part? C'est quoi qu'on découvre? Parce qu'on a découvert plusieurs choses comme des régions où les absences n'étaient pas rapportées, les employés continuaient de payer, ils n'étaient pas envoyés chez l'assureur. On a découvert des choses atroces et d'autres super belles choses également qu'on s'est inspiré pour étendre certaines pratiques qui étaient déjà faites dans certaines régions au point de vue national. Puis ça nous a également permis de voir où serait la réticence au changement et de s'assurer que nos leaders qui lideraient ce changement-là, c'était les personnes qu'on avait identifiées comme les plus réticentes et, disons, verbales par rapport au fait que les invalidités, c'était mal géré chez McKesson. Fait que c'est vraiment ça, la clé du succès qui nous a aidé à mettre tout ça en place au départ, c'est comment on a parti tout ça. Évidemment, après toute cette analyse-là, il est devenu évident, puis aussi en regardant la meilleure pratique et les différents modèles qui sont poussés chez différents employeurs, c'est d'avoir un spécialiste en invalidité. Évidemment, on avait le volume pour avoir une personne dédiée à ce rôle-là, vu la grosseur de notre entreprise. Donc, cette personne-là, c'est vraiment un spécialiste. C'est vraiment une personne ressource. Ses principales tâches, c'est de gérer les tierces parties. Je vais y revenir aux tierces parties dans une seconde. Et évidemment, d'assurer les retours au travail progressifs et surtout de focusser sur les mesures d'adaptation, même avant que la personne parte en invalidité. Donc, maintenant, après 5 ans, on est rendu à un point où les gens disclosent leurs conditions, vont chercher des biens médicaux pour demander des mesures d'adaptation temporaire pour s'assurer qu'ils restent au travail plutôt qu'ils partent en invalidité. Et même chose quand ils partent en invalidité, on s'assure de les retourner le plus tôt possible en retour graduel pour que la durée de l'absence diminue. Chez McKesson, on a 2 régimes parce qu'on a des employés salariés et des employés syndiqués. Donc, notre continuation de salaire au départ avait pas de tiers spécialisé pour gérer les réclamations. C'était vraiment à l'interne. Donc, première chose qu'on s'est assuré, c'est d'avoir un tiers spécialisé et de gérer la performance de ce tiers-là. Et aussi, avec notre assureur, de maintenant mettre des revues mensuelles en place des dossiers pour s'assurer qu'ils faisaient bien leur travail et qu'on travaillait surtout en collaboration et en partenariat pour amener les employés au travail le plus tôt possible en incluant le gestionnaire et tout ça. Évidemment, au départ, notre équipe était junior. Au niveau du spécialiste en invalidité, c'était quelque chose de nouveau. Donc, on s'est assuré pendant les 12 à 18 premiers mois d'avoir un consultant, un expert externe qui était sur ces appels-là pour challenger l'assureur et en même temps éduquer notre spécialiste en invalidité par rapport à ça. Ensuite, au niveau de la formation pour les gestionnaires,
On a une formation obligatoire, ça fait depuis 2014 qu'elle roule présentement, donc elle s'est toujours améliorée d'année en année. Mais l'objectif a été toujours de former le gestionnaire pour qu'il crée un environnement de travail où l'employé va être à l'aise de discuter de santé mentale, ça revient un peu à ce qu'Hélène disait, et s'assurer qu'ils comprennent qu'ils ont quels accès, quels programmes qu'on leur donne pour qu'ils puissent se prendre en main et reçoivent le soutien adéquat. Évidemment, on ne se le cachera pas, les raisons pourquoi l'employeur fait ça, c'est pour réduire les coûts. Donc, ça, on le met déjà de l'avant pour motiver les gestionnaires à suivre la formation. Évidemment, avec le temps, on a peaufiné la formation, puis avec le feedback qu'on a reçu, les rétroactions qu'on a reçues des gestionnaires, maintenant, on focus vraiment, parce que la formation au départ était 4 heures, avec le temps, on l'a modifié, puis maintenant, elle est 2h30 et elle focus vraiment sur des études de cas et des jeux de rôle pour vraiment focuser sur les meilleures pratiques et pratiquer leurs compétences de gérer la présence au travail. Parce que c'est là qu'avec les années, on s'est rendu compte que les gestionnaires ne sont pas à l'aise. La théorie, apprendre comment planifier un retour au travail, apprendre c'est quoi les signes et symptômes à observer en entreprise, ça c'est simple, ils le comprennent, c'est de la théorie. L'enjeu, c'est avoir la conversation avec l'employé. Donc, on focus vraiment sur ces jeux de rôle-là avec un tiers externe qui est spécialisé là-dedans pour que les gestionnaires se sentent à l'aise de parler de situations qu'ils vivent ou qu'ils ont vécues au travail avec leurs employés. Donc, la formation focus vraiment sur la prévention. J'ai détecté que mon employé était pas bien, comment j'adresse la situation, ou l'employé arrive dans mon bureau part à pleurer. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est où ma responsabilité comme employeur également? Pendant l'absence, garder contact avec l'employé, tellement important. Comment je fais ça, le pratiquer, et aussi planifier le retour au travail. Puis évidemment, ça, c'est non seulement de comment le gestionnaire va agir avec l'employé, mais également comment il va gérer les collègues et la perception des collègues et les commentaires durant l'absence de l'employé pour faciliter le retour. Parce que le gestionnaire a beau faire toutes les meilleures pratiques avec l'employé, s'il ne prépare pas les collègues, ça risque d'avorter puis il risque d'avoir une rechute où l'employé va quitter la compagnie. Au final, l'impact, c'est, juste pour vous en nommer un, on a eu tous les gestionnaires, on en a plus de 300 qu'on a formés. 9 sur 10 disent qu'ils ont analysé leur équipe de travail pour voir comment ça allait et 100% d'entre eux ont adressé les signes et symptômes qu'ils voyaient avec leur employé. Évidemment, j'ai une présentation complète sur les impacts, mais malheureusement, je ne rentrerai pas dans ce détail-là aujourd'hui. Ensuite, il y a des formations volontaires pour les employés. Présentement, c'est un lancement passif qu'on a fait de ces formations-là en ligne qui vient en fait avec tout le portfolio de formations en ligne qu'on a sur notre portail d'éducation. Donc, on a fait un bloc de 9 formations en santé mentale. Puis, qu'est-ce qui est vraiment bien avec ces formations-là, c'est que c'est des formations par bloc de compétences. Donc, si je vous ai mis des captures d'écran de la première formation, apprendre de ses échecs, que vous voyez qu'il y a 3 objectifs à atteindre et que chaque objectif a 3 différentes sections pour focusser sur un aspect particulier, un comportement précis à développer ou à développer pour apprendre de ses échecs et y arriver puis que ça soit positif à la fin. On prévoit en faire la promotion puis valider les impacts, avoir un programme par rapport à ça. On n'est juste pas encore rendu là dans nos étapes. Présentement, ça a juste été un lancement passif, donc j'ai pas de statistiques sur l'impact de ça présentement. Au niveau de la campagne de sensibilisation en santé mentale, la première chose qu'on a fait, c'est de s'assurer qu'on avait un plan de communication établi avec une progression claire. Parce qu'on partait en 2013 d'une philosophie d'entreprise et des ressources humaines où on disait aux gestionnaires, tu n'appelles pas ton employé lorsqu'il est en absence. On est parti de là, puis aujourd'hui, vous allez voir où on s'est rendu, on est très fiers de ça. Donc, dans le contexte où on partait très loin, puis qu'en focus group, les jeunes nous disaient, ben non, quand tu arrives à la porte, ce qui se passe chez vous, ça reste à la porte, puis tu arrives au travail avec le grand sourire, là. Donc, la perception des gens puis la culture d'entreprise, on partait très loin. Donc, on savait qu'il fallait faire une communication par phase pour tranquillement que les employés prennent confiance, les gestionnaires soient à l'aise avec ça. Puis évidemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parti la formation pour les gestionnaires en 2014. On a attendu plus d'1 an avant de faire la campagne de sensibilisation en santé mentale parce qu'on voulait s'assurer que nos gestionnaires étaient prêts pour pour s'assurer qu'ils étaient prêts si les employés venaient les voir avec des questionnements, je me sens pas bien, etc., puis que les outils soient en place et non pas faire l'inverse. Donc, si je détaille chacune des 3 étapes,
en survol. Donc, au début, on a commencé avec une communication à sens unique, c'est-à-dire l'employeur, McKesson Canada, commence à parler de santé mentale via diverses communications. La première chose qu'on a fait, on a abordé la stigmatisation, meilleures pratiques reconnues dans le domaine, mais là, on a vraiment ajouté notre grain de sel, c'est qu'on n'a pas seulement focusé sur adresser la stigmatisation, ceci est un mythe, voici la réalité. On a surtout focusé sur cibler les comportements à mettre en place. Oups, pardon. Puis ici, wow, désolé, j'ai accroché un piton. Donc, si je vous montre un exemple, ça, c'est les principes de comment on abordait les mythes et une bande dessinée qu'on mettait sur les écrans puis aussi qu'on mettait en poster. Donc, le mythe ici, c'est « Je ne peux rien faire pour aider quelqu'un qui a une maladie mentale ». Là, on voit une BD où les employés se parlent, là, juste pour accélérer, je ne passerai pas à travers, qui parle à travers de ce mythe-là et le défait à la fin pour finalement dire la réalité, c'est que les maladies mentales sont comme toutes les autres maladies. Je peux offrir du soutien et faire preuve de compréhension et de gentillesse. Là où on se démarque, c'est par la suite, on dit maintenant, travaillons ensemble pour changer nos perceptions à l'égard de la santé mentale, qui a été longtemps le slogan de notre campagne. Puis après ça, c'est comment je peux aider une personne qui souffre de maladie mentale. Tu peux l'écouter. Donc, le comportement que la compagnie s'attend de toi, c'est que tu l'écoutes. C'est que tu sois gentil avec la personne, puis on donne des exemples. Par la suite, c'est que tu lui offres ton soutien et que tu l'inclus, qu'il se sente comme un membre à part entière de l'équipe. Puis évidemment, il y avait diverses ressources reliées à ça sur notre intranet. Puis chacun des mythes qu'on a adressés, c'était ça. Donc, on a fait ça pendant un peu plus d'1 an. Puis par la suite, ce qu'on a fait, c'est au mois de janvier, on faisait toujours un calendrier McKesson avant de venir vert et de préserver les arbres. Donc, on revenait avec nos 5 concepts sur le dessus, mais ce qu'on a fait avec le calendrier, c'est qu'on a créé 12 émotions, autant positives que négatives, que les gens pouvaient changer comme ils voulaient, indépendamment du mois. Donc, vous voyez qu'on parlait toujours, aujourd'hui, je me sens zen, j'ai besoin de vacances, je me sens submergée par le travail. Donc là, on commençait vraiment à évaluer la communication, parce que vous vous souvenez qu'un des objectifs qu'on avait dans notre campagne à travers notre stratégie santé mentale, c'est de s'assurer que les gens sont à l'aise, puis qu'ils ont des outils au niveau, de la santé mentale. Donc là, c'était de s'assurer que de façon passive et à l'aise, l'employé avait ça sur son bureau, il pouvait flipper les émotions. Ça a été un grand succès. Les employés ont adoré recevoir ça, puis qu'on aille personnaliser les différentes émotions. Puis ça engendrait beaucoup de discussions puis d'ouverture, comme quoi c'est normal que tu te sens submergé, c'est normal que tu as besoin de vacances, puis les gens pouvaient s'exprimer par rapport à ça, pour vraiment briser le mythe. Quand tu arrives au travail, ce qui se passe dans ta vie privée, on ne veut pas le savoir. Ensuite, là, on est tombé dans la 3e étape, qui est là où on brise beaucoup de barrières. C'est vraiment à 2 sens en équipe, entre le gestionnaire et ses employés. Donc là, à ce moment-là, on a utilisé la campagne « Je ne me reconnais pas », que sûrement plusieurs d'entre vous connaissent. Donc, cette campagne-là que vous pouvez acheter, qui est disponible pour les employeurs à coût assez faible, en fait, qui vous donne tous les outils pour faire une campagne de sensibilisation. Honnêtement, je vous recommande, peu importe votre grosseur, d'aller voir leur site web. C'est extrêmement bien fait, surtout si vous n'avez pas d'experts à l'interne. C'est vraiment une solution très simple et applicable pour tous les employeurs. Ce qu'on a pris dans leur kit, on a pris plusieurs choses, mais aujourd'hui, j'ai vraiment focusé sur celle-là qui a eu le plus gros impact à l'interne. C'est vraiment sur l'activité qu'ils appellent « Parlons-en ». En fait, l'objectif de ça, c'est que le gestionnaire prend ces cartons d'activité-là et choisit certaines situations qu'il va aborder à son équipe. L'idée ici, c'est que les employés, c'est pas des experts, puis le gestionnaire non plus. Le gestionnaire est là pour créer une conversation avec ces guides-là. Donc, il choisit certaines situations. Ici, je vous en ai mis 3 en exemple. Puis, il y a diverses solutions qui sont discutées en équipe. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer une discussion de salon, que tout le monde soit confortable à discuter de « Ah, moi, dans cette situation-là, je ferais plus ça, je ferais plus ça ». Fait qu'on demande aux gens, dites-moi quelle solution vous trouvez qui est la meilleure, pourquoi? Puis les feedbacks qu'on a eu, on a eu environ 35% de tous nos gestionnaires qui ont fait l'exercice et chacun avait le même commentaire, que ça a créé une dynamique différente dans l'équipe. Il y en a qui avaient fait l'activité juste 30 minutes, les employés demandaient que ça soit plus long, qu'ils voient toutes les situations. Et ça couvre vraiment des situations variées comme
Mon collègue m'a appris son diagnostic de santé mentale, qu'est-ce que je fais? J'ai un collègue qui utilise des termes inappropriés au travail, des billes fous, je suis pas à l'aise. Mon collègue, je trouve qu'il sent l'alcool. Donc, c'est vraiment des sujets, je pourrais dire, d'actualité, de day-to-day que tout le monde vit. Puis les gens ont extrêmement apprécié ça. La façon qu'on a réussi, je pense qu'il est importante que je mentionne pour convaincre nos gestionnaires de mettre ça en place, c'est qu'on a utilisé une conférence où tous nos gestionnaires à travers le Canada sont mis ensemble une fois par année, où on leur a fait vivre l'exercice pendant une demi-heure, 2 fois 15 minutes, pour qu'ils voient qu'il n'y a pas besoin d'experts pour faire ça, puis qu'après ça, on allait leur donner le devoir de le faire avec leurs employés. Finalement, on a été très fiers cet été de compléter notre premier plan stratégique de communication santé mentale, où notre objectif, c'était vraiment de créer un engagement durable avec une marque forte. Donc, notre présidente, lors de cette rencontre-là qu'on a annuelle avec tous les gestionnaires, a lancé le principe culturel « Je m'épanouis », qui va avec nos principes directeurs puis nos valeurs d'entreprise « Je m'engage ». Donc, je vais juste vous passer la petite vidéo d'1 minute qui vaut vraiment la peine. Que diriez-vous d'un environnement où les employés réalisent leur plein potentiel physique et mental? Que diriez-vous d'un environnement qui permette un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle? Eh bien, c'est ce que nous souhaitons vous offrir. L'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle signifie vous offrir plus de flexibilité. De la flexibilité pour prendre soin de votre santé physique. De la flexibilité pour maintenir une bonne santé mentale. De la flexibilité pour apprécier votre vie sociale. De la flexibilité pour prendre en main votre santé financière. Alors allez-y, rêvez grand et réalisez votre plein potentiel. Je travaille chez McKesson Canada et je m'engage. Je vis nos principes de leadership I Lead. Et maintenant, je m'épanouis. Donc, on est très fiers d'avoir lancé cette campagne-là, en fait, et maintenant, tout ce qu'on sort en santé mieux-être, que ce soit au niveau santé financière, santé physique ou santé mentale, fait partie de ce branding-là qu'on a mis en place, qui vient maintenant élever la santé et le mieux-être en général chez McKesson au point de vue culturel avec nos autres valeurs d'entreprise. À venir, évidemment, on a fait beaucoup de chemin, mais on est loin d'être parfait. Il y a certaines divisions qui ça fonctionne pas du tout, des réalités différentes, des gestionnaires juniors. Il y a plusieurs problématiques en ce moment sur lesquelles on travaille que je peux pas divulguer, mais ça fait qu'on va avoir du travail encore pour plein d'années parce que les problèmes de santé mentale sont juste grandissants maintenant avec la réalité de nos emplois, avec la connectivité 24 heures sur 24. Tout va très, très vite. Le marché est extrêmement compétitif. Donc, c'est pas là pour partir. Donc, les 2 points présentement qu'on focus énormément, que je peux vous divulguer, c'est qu'on est très fiers maintenant dans notre dernière étape de communication après avoir lancé le logo « Je m'épanouis » puis la campagne, c'est que maintenant, cette campagne-là va véhiculer des histoires « Je m'épanouis ». Donc, il y a une employée qui a accepté de divulguer puis de parler de sa dépression quand elle était à l'emploi chez McKesson, puis que maintenant, 1 an après, est mieux que jamais, elle a obtenu une promotion, etc. Donc, c'est très, très powerful. Puis, on va beaucoup aussi focuser sur la gestion des absences occasionnelles. Maintenant, on est rendu là. L'invalidité, ça vient de mieux en mieux, les mesures d'accommodation préventive. Et puis, on va commencer à focuser là-dessus. Puis, évidemment, il y a d'autres opportunités qui vont venir certainement durant la prochaine année. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Madame Ladner pour votre présentation. Donc je reprends le contrôle de l'écran rapidement pour il nous reste quelques minutes là pour faire une petite période de questions. Alors on a déjà reçu en fait quelques questions là concernant les deux présentations. Peut-être si on y va à rebours, en fait Madame Ladner, il y avait une question qui nous était posée sur la formation que vous avez offerte aux gestionnaires
gestionnaire. Est-ce que vous avez fait affaire avec un consultant pour offrir cette formation-là, ou c'était quelqu'un de l'interne? Et si c'était un consultant, en fait, la personne voulait savoir en fait lequel. En fait, au départ, on a fait affaire avec la formation de Morneau-Shepell, comme Bell l'a fait et on l'a adapté à nos besoins. Donc, c'était le docteur Georges Sabongui, peut-être certains d'entre vous le connaissent, qui a fait la formation. Après ça, il y a eu d'autres personnes chez Shepell. Maintenant, on fonctionne avec Samia Jarjoura, qui travaille chez Reed Group. En fait, c'est notre partenaire pour l'adjudication des réclamations. Puis, peu importe le fournisseur que vous choisissez, le conseil que je peux vous donner, c'est que vous choisissez l'interlocuteur. Peu importe la compagnie avec qui vous travaillez, les frais vont être sensiblement pareils. Vous pouvez adapter la formation à vos besoins, aux mots que vous utilisez en entreprise. Mais qu'est-ce qui fait vraiment la différence, c'est la capacité du formateur de connecter avec les gens puis de leur faire réaliser que c'est pas si compliqué que ça, puis leur donner confiance puis développer leurs habiletés. Très bien. Puis, autre question pour vous aussi, en termes de ressources humaines et financières, qu'est-ce qui a été nécessaire pour la mise en place de vos programmes? Ça semble assez là important là, comme investissement. Pour une plus petite entreprise, en fait, comment on peut se situer par rapport à ces ressources-là que vous avez investies pour ces programmes-là? En fait, c'est sûr que le premier investissement, c'est le temps. Donc, moi, c'était une partie de ma responsabilité dans mon portfolio. J'avais 3 autres chapeaux aussi à porter. Donc, c'est sûr que dépendamment de la grosseur de l'entreprise, la gestion de l'invalidité peut être complètement impartie à l'externe où vous n'avez pas de programme. Au niveau de la formation, je vous dis, investissez là. La formation en vaut vraiment la peine. Ça varie environ à 1 000 $ pour une formation pour 15 personnes, mais vous allez voir le retour sur investissement très, très, très rapidement. Fait que si vous avez une place à investir, je vous le dis, c'est là. Après ça, de la communication, vous pouvez le faire from scratch à l'interne. Vous pouvez utiliser « je ne me reconnais pas ». Fait que vraiment, c'est l'investissement de temps par la suite qui est fait parce qu'il y a énormément d'outils disponibles gratuitement pour les employeurs qui sont de plus petite taille pour focusser là-dessus. Excellent. Puis pour revenir à la première présentation, donc avec Madame Sultan, on a reçu une question. Vous avez fait référence à une mesure d'accommodation où un employé a eu accès à 2 écrans. Est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu sur la nature là, de cet accommodement-là? En fait, c'est tout simplement le fait que la personne avait à formuler le besoin d'avoir 2 écrans, ce qui lui facilitait finalement la concentration sur sa tâche. Et donc, c'est une personne qui travaille à un poste d'ordinateur et qui a demandé d'avoir ces 2 écrans-là pour pouvoir regarder un fichier et l'autre en même temps. Donc, c'est une mesure toute simple qui n'avait pas été accordée à l'ensemble des employés, mais qui a été accordée à cet employé-là pour l'aider à surmonter ses difficultés en lien avec son trouble mental. Est-ce que je réponds à la question? Ça sera à la personne qui a posé la question de nous le dire. Mais donc, il n'y avait pas forcément, en fait, là, quelque chose de problématique au niveau du diagnostic de la personne qui amenait cette mesure-là d'accommodement-là spécifiquement dans cette situation. Pas à ma connaissance, en fait. D'accord. Mais oui. Ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est que finalement, ce qui a semblé jouer le plus dans les mesures d'adaptation dans les 5 organisations de notre échantillon, c'est que il y a vraiment eu un souci de la part du gestionnaire de premier niveau d'avoir un espace d'échange, de communication avec l'employé ayant un trouble mental pour vraiment identifier ensemble les besoins concrets, matériels, et les besoins aussi en termes d'organisation du travail, de suivi, pour apporter les éléments supplémentaires qui pouvaient l'aider. Donc, c'est un exemple parmi d'autres qui est intéressant parce que c'est une mesure qui est vraiment adaptée à la demande de la personne, en fait. Excellent. Donc, ça serait bien identifier justement les besoins qui sont exprimés par la personne. Très bien. On a reçu une autre question aussi. Donc, dans la recherche, donc, la personne demande pourquoi ne pas avoir inclus des personnes qui avaient un trouble de la personnalité.
En fait, c'est sûr que nous, dans notre approche, il faut voir aussi la façon dont les organisations ont été sélectionnées. On a cherché des organisations qui pouvaient nous apporter des expériences positives de leur stratégie, parce que l'objectif était vraiment d'identifier des pistes de recommandations pour les organisations qui voudraient mettre en place des mesures d'adaptation et des stratégies d'embauche active de personnes ayant un trouble mental pour comme tracer la route de ce qui fonctionne. Alors, on a identifié les entreprises qui, de tailles très différentes, on les a choisies pour qu'elles soient très variées dans leur taille, des petites comme des grandes, des moyennes, pour pouvoir avoir des recommandations qui puissent être valables pour toutes les tailles d'entreprise. C'est que on a choisi d'abord les entreprises selon ces critères-là. Alors ensuite, quand on est entré dans l'entreprise, il s'avère que les entreprises nous ont désigné la personne qui fait partie de l'effectif de l'entreprise et puis qui a divulgué son trouble mental sévère. Fait que on s'est adapté aussi à ce qui se trouvait dans les entreprises qui avaient pu être approchées par l'équipe qui s'est chargée de la collecte de données. Donc, on n'a pas vraiment sélectionné les travailleurs en fonction de leur type de trouble mental. On a plutôt sélectionné des organisations qui avaient des stratégies inspirantes et ensuite on s'est adapté à la diversité de ces organisations et on s'est focalisé sur les travailleurs qui se trouvaient dans ces organisations-là. Parfait, ben c'est très bien comme précision. Merci beaucoup. Alors on va s'arrêter là-dessus. On a déjà passé donc 13 heures. Alors on aurait pu continuer encore longtemps. C'était vraiment intéressant, mais on va devoir s'arrêter là-dessus. Alors donc je remercie encore une fois là, nos deux conférencières d'avoir été avec nous donc pour votre temps, la qualité là, de vos présentations. C'était vraiment très concret, très riche en informations et sûrement inspirant là, pour beaucoup d'organisations là, qui sont à l'écoute là, ce midi avec nous. Je vous laisse aussi avec de l'information complémentaire. Donc, si vous souhaitez en apprendre davantage là, sur la santé globale en milieu de travail, vous avez les sites là, du groupe Entreprises en santé et de la Commission de la santé mentale du Canada qui peuvent être des sources d'information. Je vous rappelle aussi que ce webinaire est le 3e d'une série de 4 sur la santé mentale et ses enjeux en milieu de travail. Le prochain, donc le dernier de la série, aura lieu en février. Alors, je vous invite à rester à l'affût des communications du groupe Entreprises en santé et de la Commission de la santé mentale du Canada pour avoir donc plus d'informations et vous inscrire là, au prochain webinaire. Et enfin, je vous invite, en fait, là, si vous avez d'autres questions par rapport au contenu de la présentation d'aujourd'hui, donc à les adresser donc à nos conférencières là, directement. Et vous avez également les coordonnées de la commission et du groupe si vous avez toute autre question. Ne vous en faites pas, en fait, si vous n'avez pas le temps de noter là, l'ensemble des coordonnées. Comme mentionné, là, vous allez recevoir là, la présentation, l'enregistrement aussi du webinaire d'aujourd'hui là, très prochainement. Alors voilà, donc sur ça, donc je vous remercie donc à tous et toutes de votre présence aujourd'hui et je vous souhaite donc une bonne journée. Merci, au revoir. Merci.